Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il fait assez moche aujourd'hui, mais on va parler un peu de printemps, le printemps érable qui semble vouloir revenir, à moins qu'il ne s'agisse d'un simple été des Indiens. Des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, en effet, avaient voté le 19 novembre dernier une grève de 3 jours afin de demander la suspension des poursuites criminelles héritées de la crise étudiante du printemps. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Et d'abord, quand on pose cette question, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? De combien d'étudiants? Et quelle est leur représentativité? Mathieu Bocoté nous livre ses réflexions à ce sujet. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Alors, revenons un petit peu. Donc, les 700 étudiants à peu près ont voté pour la grève le 19 novembre dernier, une grève de 3 jours. Oui, alors ça, c'était au Cégep du Vieux-Montréal. Oui. Et, 700 étudiants qui votent, qui mettent en grève tout le Cégep, ce qui nous a rappelé le caractère problématique de la fameuse démocratie étudiante dont on nous parlait beaucoup au printemps. Oui. C'est-à-dire souvent, ce sont au nom de la démocratie, il s'agit d'une confiscation finalement des institutions, d'un détournement des institutions. Une petite minorité activiste s'empare d'instances, de débats, d'assemblées. On dit 700 sur à peu près 7000. Oui, voilà, donc c'est 10%. Donc c'était assez marquant comme événement, c'est-à-dire ça nous rappelait les mauvais côtés du printemps érable, ce détournement de démocratie au nom d'une démocratie encore plus élevée. Donc premier élément. Plus largement, ça nous amenait à réfléchir, je crois, parce que là ça fait quelques mois que c'est passé déjà le fameux printemps érable. Donc ça permet, lorsqu'on était au cœur des événements, on cherchait à comprendre à chaud l'actualité. On cherchait à comprendre ce qui nous arrivait. Les gens étaient amenés d'ailleurs à prendre leur camp. On tirait d'un côté ou on tirait de l'autre. On se rangeait sous une bannière ou on se rangeait sous une autre. Et là, avec les mois qui passent, c'est un peu l'occasion de commencer à réfléchir finalement à ce qui s'est passé au Québec au printemps dernier. Qu'est-ce qui nous a amené finalement à nous laisser intoxiquer par les vapeurs de la Révolution, ou inversement, qu'est-ce qui en a amené certains à croire que l'ordre social était absolument en péril et ça méritait, comme on l'a vu avec la loi 78, ça méritait une défense policière de notre système. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce printemps et qui nous a échappé? N'est-il pas temps finalement de revenir sur ce printemps, non plus comme des militants, mais pour en tirer une réflexion? Mais revenons un peu à ce que les militants réclament. Enfin, ils réclament qu'on suspende les poursuites aux criminels, au pénal aussi. Deux choses. Donc, ils réclament la gratuité scolaire. Donc ça, c'est un certain camp pour qui c'est la lutte finale, finalement. Tant qu'on n'aura pas établi la gratuité scolaire, on aura toujours des raisons de faire la grève. Donc ça donne presque un motif permanent pour l'activisme politique. C'est une bonne chose en politique, oubliez jamais ça. Avoir un motif permanent pour vous soulever, peu importe les circonstances. Ça fait penser au bébé qui pleure, et après, quand il y a plus de raison de pleurer, il pleure de pleurer. En un sens. Non, il y a cette idée, autrement dit, que on veut avoir une raison quand il faut mobiliser les troupes, il faut simplement avoir le bon slogan, gratuité scolaire en est un. Je ne dis pas que c'est un idéal qui ne mérite pas d'être discuté, non plus que d'un projet qui ne mérite pas d'être considéré, mais dans le débat en ce moment, la gratuité scolaire a une drôle de fonction. Ensuite, on réclame l'amnistie généralisée pour tous les étudiants qui ont eu des poursuites ce printemps. Tout le monde. Et là, c'est assez singulier. Parce que ça laisse croire, finalement, que l'utilisation de la force ce printemps, de la loi, donc le travail de répression légitime, au sens où on l'entend classiquement de la police, était intégralement illégitime. Comme si la Sûreté du Québec, la police de Montréal et tout ça cet été, ce printemps n'avait été qu'une police politique. En fait, on polarise à l'extrême. Il y a les blancs contre les blancs, pas les blancs de peau, mais les gens qui sont purs et les gens qui sont impurs. Voilà, c'est-à-dire, il y avait les victimes. Il y a les victimes de ce printemps, et là, ils sont tous dans la même catégorie. Donc, on devine qu'il y a sous cette catégorie ceux qui sont tombés sous le coup de la loi 78, donc qui ont été pris dans une manifestation où ils n'auraient pas dû se retrouver, qui quelquefois, c'était effectivement, il y avait des situations très floues. Et de l'autre côté, est-ce qu'on doit aussi intégrer parmi ceux pour qui on réclame l'amnistie, est-ce qu'on doit aussi intégrer les casseurs? Est-ce qu'on doit aussi intégrer ceux qui lançaient des roches aux policiers? Est-ce qu'on doit aussi intégrer ceux qui brisaient les vitrines? Parce qu'il y en a eu ce printemps. C'était mal vu de le rappeler ce printemps. Mais est-ce qu'on doit finalement mettre dans la même catégorie l'étudiante de 21 ans qui s'est retrouvée prise dans une manifestation un peu malgré elle, et de l'autre côté le casseur encagoulé? Est-ce qu'on doit véritablement réclamer l'amnistie pour les deux, ou est-ce qu'on ne devrait pas faire un travail de dénomment pour voir qui, d'un côté, pour qui on pourrait abandonner les poursuites, et pour qui, de l'autre côté, ces poursuites sont tout à fait légitimes parce que certaines personnes, ce printemps, en ont profité pour s'en prendre directement à l'ordre légal. Est-ce qu'il n'y a pas, Mathieu Bocoté,
je vais vous dire un gros mot, un mot bien intello, un risque d'essentialisation de l'étudiant victime. C'est-à-dire que quand on est une essence de victime, bah forcément, je suis blanc complètement. Si je tue quelqu'un, si je casse si je fais exploser ça, comme je suis blanc, je suis incapable de faire le mal. C'est le paradoxe de la pensée progressiste d'une certaine manière. C'est-à-dire celui qui se trouve, qu'on décrète à la marge de la société, est nécessairement victime. Il est nécessairement, donc il devient non plus sujet de son destin, mais objet d'une volonté autre. Oui. Donc il n'est plus responsable de ce qu'il fait, il est manipulé, ou alors lorsqu'il se rebelle, lorsqu'il se révolte, alors tout lui est permis. Donc la victime a tous les droits d'une certaine manière, et c'est une logique plus généralement installée dans notre système politique et intellectuel, c'est ce que j'appelle la théorie des circonstances atténuantes. Certaines personnes peuvent, en certaines circonstances, commettre des incivilités ou autre chose, parce qu'on dit, dans la situation qui est la leur, on peut l'expliquer, même le comprendre. Sauf qu'on peut étendre les circonstances atténuantes à la vie entière. Voilà. Et c'est là où on essentialise, on crée une essence immuable, inchangeable. On déresponsabilise. De manière assez simple, hein, c'est une critique simple, mais on déresponsabilise les individus qui, un par un, ont décidé de s'engager dans ce conflit. Exactement. Mais aussi, j'ajouterais, on traite les étudiants comme la catégorie victime d'un système répressif. Mm-hmm. Donc, ce printemps, finalement, les étudiants ont joué le rôle du prolétariat dans la théorie progressiste. Donc, ils avaient le rôle de la victime qui, parce qu'elle n'a rien, a droit à tout. Il jouait le rôle finalement de celui qui, parce qu'il est à l'extérieur du système des droits, a droit de contester dans ses fondements et par tous les moyens l'ordre de la société. Et c'est ce qui est intéressant, je crois, dans le discours ce temps-ci, c'est les étudiants finalement, alors qu'on oublie la pluralité des étudiants, on oublie la pluralité de leurs revendications, et qu'est-ce qu'on donne plus encore? On donne le monopole de la définition des étudiants aux plus radicaux d'entre eux qui ont voulu voir la lutte sur les frais de scolarité comme le début d'une lutte révolutionnaire. Ça me rappelle, Mathieu Bocoté, cette blague de la Russie soviétique. J'ai dû vous la raconter une fois, je pense, même en ondes, je vous la rappelle quand même. Avant octobre 1917, il y a quelques bolcheviks qui tiennent un meeting, un rassemblement avec il y a des orateurs et un gros auditoire. Et il y a un orateur enflammé qui dit, après la révolution, il y aura des fraises et de la crème fraîche pour tout le monde. Tonnerre d'applaudissements. Les applaudissements se calment et un des auditeurs dit, mais camarade orateur, si on n'aime pas les fraises et la crème fraîche, alors la réponse fuse comme un boulet. Après la révolution, mon camarade, tout le monde aimera les fraises avec crème fraîche. Oui, non, il y a quelque chose d'assez amusant à travers ça. D'ailleurs, il faudrait un jour faire un petit recueil des blagues en URSS. Les bonnes sont bonnes. Oui, il y en a quelques-unes des assez bonnes. Parmi celles-là, j'en nomme une simplement. Qu'est-ce qu'un sandwich en Union soviétique? C'était un coupon de jambon entre deux coupons de pain. Mais bon, je reviens à notre crise étudiante. Oui, oui. Donc, et je crois qu'on en arrive à la question la plus importante par rapport à ce printemps. Certains ont voulu comprendre le conflit du printemps à travers les catégories habituelles de la politique révolutionnaire. Mm-hmm. C'est étrange. Alors qu'on aurait pu y voir un mouvement social, un mouvement de contestation sociale, on aurait pu y voir un mouvement qui a des débordements, mais qui s'inscrit quand même dans le cadre de la démocratie libérale avec ses revendications quelquefois excessives, quelquefois bruyantes. Pour certains, ce conflit n'était intéressant que parce qu'il était révolutionnaire. Qui donnait de la vie aux gens, en fait. Oui, il y avait une forme de romantisme révolutionnaire dans le conflit étudiant de ce printemps. Je le disais méchamment quelquefois, et d'autres fois avec empathie. Je dis la veille, vous êtes un étudiant dans un cours d'anthropologie et que vous êtes obligé ensuite d'aller travailler le soir au Starbucks et de revenir ensuite à votre cours. Et le surlendemain, vous êtes désormais un militant au service de l'humanité contre les forces répressives. Ça donne quand même une espèce de tonus moral à chacun de vos matins. Évidemment, oui. Donc, il y a dans l'action, et faut pas parler de ça avec mépris, parce que quand on lit, par exemple, Hannah Arendt, la grande philosophe Hannah Arendt, qui nous dit, il y a dans la vie civique, dans l'engagement civique, pardonnez-moi, il y a une forme de bonheur propre à la participation civique. Et elle n'a pas tort. C'est-à-dire, participer à la vie civique, c'est le sentiment, justement, de se dépasser, de transcender ses propres intérêts. Mais au nom de quoi? Mais justement, d'un bien commun, au nom d'un idéal, au nom du fait que le commun transcende le singulier. Mais il y a aussi une pathologie, je dirais, du bonheur civique. C'est la pathologie de l'excitation révolutionnaire. Donc, d'un côté, c'est un sentiment de responsabilité. C'est-à-dire, parce que je m'engage, un bonheur propre à s'engager pour la cité. Mais la version pathologique de cet engagement dans la vie civique, c'est le romantisme révolutionnaire
qui est justement un abandon de la responsabilité. Je me laisse emporter par le lyrisme excitant de l'histoire et je suis désormais au service d'une vague immense qui m'emporte et j'en viens presque à perdre le sentiment de ma propre responsabilité dans l'action politique. Mais justement, vous devancez ma prochaine question, Mathieu Bocoté. Quand on parle de démocratie, à l'époque, il y a 100 ans, c'était extrêmement important, il y a 200 ans également. Justice, c'est des mots très qui sont comme des auberges espagnoles dans lesquelles on peut mettre n'importe quoi. Et quand le mot démocratie devient une incantation et qui est déraciné un peu du réel à partir duquel il est né, comme antidote notamment, on n'a qu'à agiter ça comme un épouvantail, comme une gourmette, et puis on est justifié. Oui, ben ça me fait penser à Malraux qui disait du mot histoire qu'il tirait sa force de ses nombreuses significations possibles. On dit André Malraux l'écrivain. Oui, voilà. Alors, au Québec, et pas seulement au Québec, ailleurs, en Occident, aujourd'hui, j'ai l'impression que le mot démocratie tire sa force de sa polysémie. C'est-à-dire... Sa polysémie? Plusieurs sens. Oui. Donc, plusieurs se réfèrent à la démocratie, mais tous ne veulent pas dire la même chose. Donc, on va avoir, par exemple, et ça, c'est à l'européenne, on va avoir des partis d'extrême gauche qui disent que la démocratie véritable consiste à s'accomplir dans l'abolition du capital. Il va y avoir des partis de centre-gauche, de centre-droit, qui disent que c'est le pluralisme démocratique, c'est le pluralisme des idées, aussi un certain centrisme responsable pour s'assurer que les opinions extrêmes ne remontent pas trop. Et il va y avoir la droite populiste qui va nous dire que la démocratie véritable, c'est une forme de souveraineté populaire insurrectionnelle contre une oligarchie qui aurait détourné les institutions du peuple réel. Et qui va nous dire la vraie démocratie est presque directe finalement. Donc on voit le mot de démocratie veut tout dire et ne veut rien dire. Et ce printemps, voilà pourquoi j'utilisais toujours la formule démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est le dada, ça. Hein? C'est que c'est le régime politique occidental. C'est un régime qui dit la politique n'a pas des aspirations minimales, mais elle a des aspirations modestes. C'est-à-dire, elle n'a pas des aspirations minimales. Ça ne consiste pas à seulement gérer les droits de chacun. Elle n'a pas, cela dit, des ambitions utopiques ou utopistes. C'est-à-dire délivrer la cité de la condition humaine, établir ici le paradis sur terre, hein, l'utopie des progressistes. Modeste, c'est-à-dire c'est le lieu de la vie civique, c'est le lieu de la participation civique, c'est le lieu où on s'engage dans la cité sans pouvoir pour autant, je dirais, résoudre dans la cité toutes les questions qui touchent la condition humaine. Et ça nous ramène à la question fondamentale, il n'y a pas d'accès immédiat à la vérité du politique. Aucun parti n'a le monopole du vrai. De là, la nécessité d'instituer un espace qui est celui du pluralisme des opinions, du pluralisme des partis, du pluralisme des perspectives. Il y a un monde commun, mais il doit y avoir pluralité pour avoir un véritable accès à ce monde commun. Lorsqu'un camp prétend monopoliser le vrai, le juste et le bien, c'est à ce moment-là qu'on quitte l'esprit démocratique en pensant paradoxalement l'accomplir. Et curieusement, paradoxalement, c'est... le risque de toute égalité, parce que quand tout le monde est égal, forcément, il y en a un qui sera plus fort à cause de certaines circonstances, certaines habiletés, et qui, lui, c'est sa vérité relative qui va devenir la relativité absolue et qui va dominer tout le monde. Julien Freund, le philosophe et sociologue français, disait l'égalité est une égalité de rapport. Nous ne sommes pas égaux absolument. Nous sommes égaux sur ça. Donc, égalité des sexes, égalité des origines ethniques, égalité des langues, bon, il y a plusieurs types d'égalité possibles. Derrière le français, évidemment. Bon, bien sûr. Évidemment. Les autres sont égales entre elles, hein. Mais, évidemment, j'ai une tendresse coupable et discriminatoire en faveur du français. On la partage, du reste. Mais je reviendrai sur ça. Donc, la démocratie a un rapport d'égalité, pose un rapport d'égalité. Elle peut multiplier les critères à partir desquels l'égalité se constitue. Par exemple, dans la lutte contre les discriminations, on cherche justement à maximiser les rapports égalitaires. Mais lorsqu'on en vient, au nom de cet égalitarisme étrange, à vouloir abolir d'autres valeurs fondamentales dans l'idéal démocratique, la valeur liberté. Oui. C'est-à-dire la possibilité pour chacun de s'accomplir selon ses propres talents, selon ses propres mérites, selon sa propre conscience, selon ses propres efforts. La possibilité pour un autre de faire un mauvais usage de sa liberté. La possibilité pour un autre d'avoir une autre compréhension de ce qu'il fera sa liberté. Sera-t-il plus porté vers la chose civique, vers la chose économique, vers la chose spirituelle? Donc, pour bien comprendre la démocratie, il faut avoir un pluralisme de concepts même. Donc, je parlais de pluralité des points de vue dans la cité, mais pluralité de concepts pour éviter de réduire la démocratie à une essence qu'on peut saisir définitivement. À condition aussi que ces concepts soient ancrés dans un réel, dans une histoire, même sur une transcendance. Ah ben oui, il y a pas d'autre. Parce que les concepts également, liberté, égalité, démocratie, justice, bonté, tout ça, vidés de leur contenu, si vous voulez, de leur réalité, je peux vous tuer au nom de la bonté. Oui, ça c'est fondamental. Et ça c'est une chose qu'on a oubliée ce printemps. Lorsque la démocratie, les idéaux de la démocratie se dématérialisent, oui.
ils perdent leur sens. Les idéaux de la démocratie prennent sens à travers l'expérience politique et historique occidentale. Et ça, je n'en démords pas. Oui, c'est pas un législateur universel qui a dit voilà. Non, c'est une expérience profonde, c'est un approfondissement, c'est le travail du temps, c'est-à-dire les peuples tâtonnent pour s'approprier peu à peu ces concepts, les traduisent en institutions. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut toujours être très prudent lorsqu'on décide de renverser une institution ou simplement même de la critiquer. Est-ce qu'on n'est pas en train de renverser le travail du temps, de renverser brutalement le travail de l'histoire qui a permis à un peuple de s'approprier de manière imparfaite, mais toujours réelle, ces grands idéaux? Parce que les idéaux qui flottent de manière immatérielle dans le ciel des idées, ils peuvent quelquefois nous brûler. Vous dites renverser, Mathieu Bocoté, moi je dirais plutôt dégrader, non? Oui, ça voilà. C'est-à-dire celui qui veut renverser les institutions, il réussit très rarement. Mais il peut les ruiner moralement. C'est-à-dire, il peut lui retirer, les disqualifier, il peut les dégrader. Je reprendrai votre mot. Il peut dégrader. Qui n'est pas le mien, c'est celui de Gustave Thibon, du reste. Ah mon Dieu, vous avez de bonnes références ici. Alors, dégrader les institutions, et j'ai l'impression que c'est le paradoxe de l'utopisme. L'utopisme nous dit, nous voulons accomplir la cité parfaite. Donc, tout ce qui existe en ce moment est infidèle à cet idéal incandescent. Donc, tout ce qui n'est pas conforme à l'idéal absolu ne mérite pas qu'on s'y attarde. Ça consiste finalement à appréhender la vie en société, non pas à partir de l'histoire et ensuite d'en tirer quelques réflexions plus générales, quelques principes. Ça consiste à établir à la base une théorie vraie de la démocratie. On en déduit ensuite des conséquences et tout ce qui n'est pas fidèle à cette théorie vraie ne mérite pas notre intérêt. Et c'est le problème, l'utopisme finalement est le pire ennemi de la démocratie parce qu'il nous empêche justement de saisir l'expérience démocratique réelle qui est offerte aux peuples occidentaux et qui se trouve dans leur patrimoine philosophique et de civilisation. Mathieu, vous dit des choses très intelligentes, quelquefois de façon un peu compliquée. Si je résume votre pensée de façon un petit peu, pas plate, mais un peu terne, c'est le compromis entre ce que je veux et ce que je peux. On pourrait le résumer. Je dirais que c'est le grand écart entre le désir et le possible. C'est-à-dire, je dirais, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable et tout ce qui est souhaitable ne doit pas nécessairement être réalisé immédiatement. Et c'est le grand écart, finalement, entre préférence, désir, volonté, toute une série de concepts qui réfèrent finalement au principe de réalité. Oui. Qu'est-ce que c'est le principe de réalité? Ça consiste à dire que fondamentalement, tout ce que je veux ne s'accomplira pas, tous mes désirs ne peuvent s'accomplir en même temps, qu'il y a quelquefois contradiction entre ces désirs et le travail du jugement, le travail de la raison, consiste justement à discriminer, à discerner entre ces désirs, lesquels sont les plus souhaitables et lesquels le sont moins pour l'instant. Là, vous parlez comme Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Mais je parlerai surtout là-dessus comme un bon vieil éducateur politique, c'est-à-dire... Vous êtes freudien sans le savoir, en fait. Vous êtes un crypto-chrétien, un crypto-psychana, je sais pas trop quoi. Dites-moi une chose, Mathieu. La différence, je reprends le vocabulaire de Freud, la différence entre le principe de plaisir, je veux tout, etc., il n'y a aucune limite, et le principe de réalité, il y a le désir du voisin, il y a le possible, il y a le réel qui me bloque aussi, et c'est le processus d'accession au stade adulte. Est-ce que ce qu'on a vu dans ce printemps érable est typique de nos sociétés occidentales? Nous sommes perpétuellement adolescents, voire même infantiles quelquefois. Il y a un rapport adolescent politique quelquefois là-dedans. C'est-à-dire, dans le rapport même aux politiques, il y a ceux pour qui la politique véritable, c'est la rue. C'est l'excitation perpétuelle du combat et du conflit. La politique révèle sa vérité à la barricade. Bon. Et ça, on nous dit, c'est la vraie politique. Et on nous dit, le Parlement, c'est pas sérieux. Ce sont des débats longs, lents. Ils sont très bien payés, ils savent pas ce que c'est que la réalité, etc. Et pourtant, la vérité ne se trouve pas seulement dans l'excitation de la rue et du conflit permanent. La politique, c'est aussi quelquefois, je sais que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, des réunions, des comités. C'est entrer dans une organisation, le travail patient du militantisme, de convaincre l'autre, de voir l'autre non pas seulement comme un porteur d'idéal, mais aussi comme un porteur d'intérêt. Parce qu'une société n'est pas faite que d'idéaux, mais d'intérêts, et il ne faut pas abolir les intérêts. Il faut les civiliser, les discipliner, les organiser, mais il ne faut pas abolir les intérêts, parce qu'ils correspondent à une part fondamentale du réel. Alors, faire de la politique véritable, ce n'est pas qu'exaltation. Souvent, c'est une ascèse. Souvent, c'est ennuyant. Souvent, c'est pesant. Et pourtant, c'est nécessaire. Mais notre société est-elle encore capable d'envisager le politique sans nécessairement le placer sous le signe du festif, du révolutionnaire et de l'utopique? Est-ce que la politique, pour la jeune génération, valait la peine, même si elle n'était pas excitation de la barricade? Ça, c'est une question que je me suis posée ce printemps. Et 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, on regarde ces événements et on se dit, j'en retiens tout le moins la chose suivante, le printemps québécois a rappelé l'importance
de l'idéal en politique. Il a rappelé l'importance d'une politique qui ne se réduit pas à la logique de l'intérêt et la logique comptable. Et inversement, plus tard, on peut dire une fois que cet idéal est revenu dans la cité, n'oublions pas toutefois qu'il ne doit pas se placer en contradiction avec le réel, mais l'enrichir. Vous posez implicitement la question, Mathieu Bock-Côté, du lien entre l'idéal et son incarnation. Oui, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a d'un côté l'idéal et de l'autre côté le réel, mais les deux, il n'y a aucune courroie de transmission entre les deux. Or, normalement, quel est le point de rencontre? Et on arrivera finalement à ma grande... Oui, mais c'est surtout l'institution. L'institution, c'est l'espace où l'idéal peut vivre, donc peut transcender les préférences d'un jour, d'une nuit, ainsi de suite. Sans jamais s'accomplir définitivement. Voilà pourquoi les institutions sont importantes dans nos sociétés. Parce qu'elles conservent et gardent des idéaux. Il arrive quelquefois qu'elles les servent bien, que ces institutions servent bien mal les idéaux. Hein, ça, y a pas de doute. Mais sur le fond des choses, ce sont les institutions qui permettent justement d'incarner durablement des idéaux. De ce point de vue, la critique radicale des institutions à laquelle on a assisté ce printemps était malheureuse. Il faut désormais, je crois, tout simplement, je dirais, rafraîchir et rajeunir nos institutions en rappelant l'idéal dont elles sont porteurs, qu'elles prétendent incarner, mais sans jamais les abolir. A-t-on les oreilles pour écouter ce que vous dites? Oh, je crois que les sociétés ne fonctionnent pas au rythme où le voudraient les intellectuels, et c'est une bonne chose, parce qu'au nombre de fois où ils changent d'idée, de désir, ça serait inquiétant. Mais je crois que la société... Oh, quelle bonne caractérisation, je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Mais je crois que peu à peu, nos sociétés prennent conscience qu'elles doivent se réparer. Elles doivent se réparer d'une manière ou de l'autre. Alors, ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps qu'on le souhaiterait, mais à moins de consentir au fait que ce soit le déclin final, j'ai l'impression que peu à peu nos sociétés vont réapprendre à utiliser ces notions contradictoires et également nécessaires. Petit commentaire pour terminer, Mathieu Bock-Côté. Vous parlez, j'ai l'impression de parler avec un homme de 70 ans, qui en a pas mal derrière la cravate, et vous êtes pas mal plus jeune que ça. D'où vient cette maturité politique? Je vous remercie pour ces compliments. Je dirais peut-être simplement de bonne lecture. Probablement de disposition intellectuelle, c'est-à-dire il y a des gens qui ont une disposition plus conservatrice que progressiste, et c'est mon cas, mais de bonne lecture. Hein. Je crois que, je dis souvent à chaque été, je lis, et c'est vrai, chaque été je le lis, les mémoires de Raymond Aron. J'appelle ça une chambre de décompression idéologique. Oui, vous avez ça dans votre dernier bouquin d'ailleurs. Oui, c'est une chambre de décompression idéologique. C'est-à-dire pendant l'été, pendant l'année, on s'enthousiasme, on s'excite, on se croit indispensable, on croit que la grandeur vient sonner chez nous chaque matin. Et l'été, je lis ça, et c'est une espèce de retour à une intelligence libérale du politique, c'est-à-dire une intelligence, comme je le disais tantôt, modeste mais non pas minimale, une volonté de donner toute son importance au politique, mais de ne jamais le confondre avec un ordre qui n'est pas le sien. Là-dessus, Mathieu Bock-Côté, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain. Au grand plaisir.